Allez, il est 13h34. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est déjà une cinquantaine de participants qui nous ont rejoints en ce début d'après-midi pour ce 5e webinaire organisé par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Bonjour, je suis Charlène. Je vais vous accompagner sur tout ce webinaire. Je vais me faire le relais de vos questions que vous pourrez poser à Mathieu à travers le chat. Donc, nous accueillons aujourd'hui Mathieu Delaplace. Vous êtes délégué à la sécurité numérique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et vous allez animer ce webinaire intitulé « Comment se prémunir des cyberattaques ». Il est 13h34. Je vous propose de commencer et puis j'interviendrai au fil de l'eau pour poser les questions de nos participants. Mathieu, c'est à vous. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Delaplace, comme disait Charlène, le délégué de l'ANSSI pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je vais vous parler de cybersécurité. Tout d'abord, une présentation de l'ANSSI que je ferai suivre d'une présentation détaillée de la cybermenace, de manière à bien comprendre ce dont il faut se protéger. Ensuite, j'aborderai les mesures de protection, et nous verrons que c'est finalement assez simple dans un grand nombre de cas, et pour éviter un grand nombre d'attaques. Et enfin, les bons réflexes en cas d'incident, parce que malgré toutes les protections qu'on peut mettre en œuvre, on restera toujours vulnérable aux cyberattaques. Donc tout d'abord, l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est l'autorité nationale de défense et de sécurité des systèmes d'information. Elle est rattachée au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN, qui est l'autorité chargée d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. Donc l'ANSSI assure tout le volet cybersécurité de la défense et de la sécurité nationale. En tant qu'autorité nationale de cybersécurité, l'ANSSI participe à la réglementation en matière de SSI, donc sécurité des systèmes d'information. Citons par exemple la loi de programmation militaire de la LPM de 2013, qui a imposé des règles de protection en matière de SSI pour les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale. L'ANSSI a également été moteur dans la rédaction de la directive NIS, Network Information Security, de l'Union européenne, qui vise à protéger d'autres types d'opérateurs qui sont les opérateurs de services essentiels, qu'on l'acronyme OSE. La seconde mission de l'ANSSI, c'est de favoriser l'émergence de produits et de services d'un haut niveau de sécurité. Donc ainsi, elle instruit les demandes de certification et de qualification qui permettent d'attribuer des visas de sécurité pour des produits et services. Alors, j'ai déjà cité la solution de visioconférence Tixeo, qui a été qualifiée par l'ANSSI. L'ANSSI apporte également conseil et assistance aux administrations publiques, ainsi qu'aux organismes réglementés, donc soit par la LPM ou les directives NIS. Au titre du conseil, l'ANSSI publie de nombreux guides et recommandations, donc adaptés aux différents publics, que ce soit des utilisateurs du grand public, des experts en informatique pour de la configuration de systèmes, mais aussi des dirigeants d'entreprise. Afin de maintenir un haut niveau d'expertise sur la cybermenace, l'ANSSI dispose également de moyens de supervision et de détection des attaques informatiques, qu'elle met notamment à profit des administrations. Enfin, l'ANSSI dispose de moyens d'intervention pour réagir face à une attaque informatique et aider les organisations à arrêter l'attaque et à reconstruire les systèmes d'information quand c'est nécessaire. Alors, je précise que l'ANSSI, dans le modèle français de cyberdéfense et de cybersécurité, ne traite que des aspects de cyberdéfense. Les fonctions de renseignement ou d'espionnage ne font pas partie de ses attributions. C'est différent notamment du modèle anglo-saxon dans lequel ces fonctions ne sont pas séparées. Par exemple, la NSA aux USA ou le GCHQ au Royaume-Uni, où on a les deux fonctions au sein de l'établissement. Je vais maintenant vous présenter la cybermenace. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une menace? Une menace, elle est constituée par une source de risque, donc représentée par les attaquants, qui cherchent à atteindre des objectifs en s'attaquant à une cible, donc on voit en bas à droite, et qui ont un chemin d'attaque. S'il n'y a pas de chemin d'attaque, on n'a pas de menace finalement. Dans le monde numérique, on parle évidemment de cybermenace. Donc, en s'intéressant d'abord à qui est une menace et pourquoi, on voit qu'il y a une multitude d'acteurs, les attaquants et de leurs objectifs. Parlons d'abord de la menace étatique. Donc, c'est une menace qui dispose de beaucoup de moyens, que ce soit technique, humain ou financier, qui peut réaliser des attaques très ciblées, principalement dans un but d'espionnage, d'intelligence économique ou encore de sabotage.
éventuellement d'agitation ou de propagande. Citons par exemple le journal L'Opinion qui, en janvier 2019, publie un article sur une opération d'espionnage informatique par un groupe d'attaquants qui s'appelle Turla et qui visait le ministère des Armées. Une seconde source d'attaquants peut être constituée par le crime organisé, qui dispose également de beaucoup de moyens, mais qui va avant tout chercher la rentabilité de ses attaques. Leur motivation est essentiellement l'enrichissement, mais également le prépositionnement stratégique, en vue de procéder à d'autres attaques éventuellement. Le crime organisé va donc essentiellement toucher les systèmes d'information les moins protégés, donc typiquement les PME, les TPE, les collectivités territoriales, voire les individus. Le crime organisé réalise de nombreuses attaques de type ransomware, rançongiciel, comme le relevait Le Monde en 2019, mais peut aussi viser l'installation de virus permettant de produire des crypto-monnaies. Donc là, c'est un article qui parle d'une attaque sur des télévisions connectées, donc pas des ordinateurs, mais néanmoins qui avaient des fonctions numériques, et de la crypto-monnaie Monero, qui est sans doute moins connue que le Bitcoin, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de crypto-monnaies différentes. Je passe rapidement sur le troisième type d'attaquant, qui est constitué par les activistes idéologiques, ou les terroristes. Leur objectif est essentiellement le sabotage, l'agitation et la propagande. De manière également assez anecdotique, on peut citer les amateurs qui peuvent avoir un effet quand même important. Alors on les appelle aussi les script kiddies. Ce sont des néophytes qui n'ont pas de compétences très poussées en informatique, mais qui essayent d'infiltrer les systèmes numériques en utilisant des programmes malveillants conçus par d'autres et disponibles publiquement. Leurs objectifs sont l'amusement ou l'obtention de reconnaissance de la part de la communauté des pirates. Les outils qu'ils utilisent peuvent être néanmoins assez puissants et conduire à des sabotages importants. Alors, j'ai relevé un article de ZDNet qui, en 2003, parlait d'un script kiddie de 17 ans qui avait attaqué 2000 sites et qui risquait 3 ans de prison et 45 000 € d'amende après s'être fait attraper. Dans le monde des entreprises, il y a un acteur à prendre en compte qui est le vengeur. Donc, c'est typiquement un employé qui est insatisfait ou qui, suite à une sanction, un refus de promotion ou l'annonce d'un licenciement, va vouloir se venger de son entreprise. Alors, les objectifs peuvent être le sabotage, l'espionnage, voire l'enrichissement. Donc, par exemple, le journal 7 sur 7 relevait le cas d'un informaticien qui coupait le réseau de son entreprise en 2017. Et donc, l'attaque a coûté 200 000 € à l'entreprise et l'attaquant s'est retrouvé en prison finalement. Un autre cas, c'est un associé qui, après s'être fait licencier, a volé 1 million d'euros, près d'1 million d'euros à ses associés. Enfin, toujours dans le secteur des entreprises, les entreprises privées concurrentes peuvent être une menace pour les autres entreprises. Donc, une entreprise privée concurrente d'une autre peut chercher à obtenir des parts de marché de manière illégitime. Donc, l'objectif final, c'est l'enrichissement, mais de manière transitoire, les attaques peuvent conduire à voler des informations stratégiques de l'entreprise concurrente ou de nuire à l'image pour baisser les parts de marché ou effectuer du sabotage pour nuire à l'image. Il y a beaucoup de combinaisons différentes. Et je n'ai pas parlé des officines spécialisées, donc je reviens dessus. Elles peuvent être contactées par d'autres entités, par exemple le crime organisé, les entreprises, voire des États, qui ne disposent pas de moyens techniques suffisants par eux-mêmes. Les officines spécialisées proposent leurs services de piratage contre finance. On peut parler de cybermercenaires. Alors, on l'a déjà vu dans les précédents slides, mais je vais faire un point sur les cibles. Donc, tout d'abord, les États sont ciblés, comme je l'ai dit, par d'autres États. Les attaques peuvent viser la crédibilité ou la légitimité des gouvernements ou encore la mise en situation diplomatique délicate. Afin d'atteindre les États, les grandes entreprises stratégiques d'un pays peuvent être également visées. À ce sujet, notons qu'au fur et à mesure que les grandes entreprises améliorent leur protection contre les cyberattaques, les attaquants ont tendance à se tourner vers leurs sous-traitants. En effet, les sous-traitants sont souvent des entreprises moins bien protégées,
mais disposant d'un accès particulier au système d'information d'une grande entreprise. Et ces accès privilégiés peuvent être utilisés par les attaquants pour effectuer des attaques qu'on appelle des attaques indirectes. Les acteurs privés, en dehors des entreprises stratégiques, sont également touchés, notamment, comme je viens de l'évoquer, lorsqu'elles sont victimes d'attaques indirectes quand elles sont sous-traitantes d'un grand groupe, mais aussi par opportunisme de manière non ciblée. Et c'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour les entreprises de type PME. Uniquement parce qu'elles sont moins bien protégées, elles vont être attaquées. C'est des attaques par opportunité. Donc les attaquants peuvent tenter de voler des savoir-faire, les secrets industriels, les bases de clients, de nuire à l'image ou de faire de l'extorsion d'argent. Alors, citons le cas par exemple de l'arnaque au président. Donc c'est typiquement le faux ordre de virement. Donc comment ça se passe? Un malfaiteur se fait passer pour le président de l'entreprise, en général un vendredi en fin d'après-midi. Il met la pression sur son interlocuteur, donc sa victime, pour effectuer en urgence un virement bancaire sur un nouveau compte. Et donc, ça peut fonctionner. Il y a une variante qui est l'arnaque au faux support informatique, où là, c'est l'utilisateur ciblé est appelé au téléphone par un attaquant qui se fait passer pour le support informatique. Le pirate fait réaliser des actions à la victime, lui permettant de prendre le contrôle de son ordinateur ou d'installer un virus, ou de faire ce qu'il avait prévu de faire. Dans le monde des entreprises et des PME, on peut citer le cas de Lise Charmel qui s'est récemment déclarée en redressement judiciaire suite à une attaque informatique de type ransomware qui l'a immobilisée pendant un certain temps. Là, cette société se retrouve en difficulté suite à cette attaque de ransomware. Alors, les acteurs publics sont également ciblés, notamment les collectivités territoriales. Le Grand Est a récemment été touché par une attaque de type ransomware, donc en février 2020. Et même des acteurs plus petits, tels que la mairie de Tullin-Furès, j'ai remonté, donc j'ai trouvé, c'est moins de 7000 habitants, Tullin-Furès. Donc vraiment des petites entités qui ne sont pas visées, c'est trop petit pour être visé, mais qui sont touchées juste parce qu'elles sont moins sécurisées que les autres. Donc comme elles ont des vulnérabilités, elles se font toucher. Et le CHU, vous en avez peut-être entendu parler, donc en novembre 2019, qui a été victime d'une grosse cyberattaque de type ransomware, qui l'a immobilisé fortement. Enfin, les individus sont également des victimes potentielles. Elles peuvent être la cible de vol d'informations, donc typiquement des informations bancaires. Là, j'ai un exemple de vol d'informations bancaires pour les clients de Netflix, donc qui étaient visés par du courrier électronique malveillant appelé phishing. Globalement, on peut considérer que toutes les arnaques vers les individus sont envisageables, comme celle par exemple du colis à récupérer relevé par Le Parisien en août 2019. Donc vous recevez un SMS qui vous demande de payer une petite somme d'argent pour éviter d'avoir à payer plus par ailleurs. Donc reprenons où nous en étions de la présentation de la cybermenace. On a vu quels sont les attaquants, leurs objectifs et une vue des cibles. Et on va maintenant s'intéresser à leur chemin d'attaque. Donc comment font-ils pour rentrer dans vos systèmes? Mathieu, j'ai une question là sur le chat d'Isabelle qui nous demande si vous pouviez évoquer des attaques dont vous avez eu connaissance dans le milieu de la santé en cette période de... Dans le milieu de la santé, sur la période actuelle de confinement, il n'y en a pas eu spécifiquement. Le milieu de la santé est un domaine qui est assez fortement touché par les attaques informatiques puisqu'il est quand même pas très bien sécurisé par rapport à d'autres mondes. Peut-être qu'il y a des mondes industriels qui prennent plus ce risque informatique en compte. Et malheureusement, le monde médical ne le prend pas en compte parce qu'ils ont aussi des besoins opérationnels particuliers et des manières de fonctionner qui font qu'ils se retrouvent plus exposés au risque. Mais pas particulièrement pour la période actuelle, c'est de manière générale. Alors, j'ai Laurent qui nous dit sur le chat que les hôpitaux de Paris, a priori, ont été attaqués il y a une quinzaine de jours. Oui, 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 effectivement, oui. Ok.
Merci, on vous laisse poursuivre. Donc, il y a essentiellement 3 moyens de compromettre un système d'information. Donc, il y a les attaques techniques, les attaques jouant sur le facteur humain et les attaques physiques. Donc, tout d'abord, les attaques techniques, elles reposent essentiellement sur 2 points. Le premier, c'est l'exploitation de vulnérabilités logicielles. Donc, il s'agit de l'exploitation de bugs informatiques. C'est pourquoi il est essentiel de mettre ces logiciels à jour. Et le deuxième point, c'est l'exploitation de vulnérabilités liées à la configuration des logiciels, notamment l'utilisation de mots de passe faibles ou l'absence complète de mots de passe. Souvent, les logiciels sont fournis avec des mots de passe par défaut qui sont connus publiquement et qu'il faut absolument modifier. Ça peut être un défaut de configuration assez critique. Dans le contexte actuel de confinement et de télétravail massif, cette problématique est encore plus importante puisque les bonnes pratiques de télétravail, qui sont notamment de n'autoriser les accès aux ressources internes que depuis un ordinateur maîtrisé de l'entité et de protéger ces flux, ces ressources internes par un VPN, une solution VPN, ne sont pas forcément respectées étant donné le grand besoin de télétravail. Donc ça peut forcer certaines entreprises à choisir d'exposer leurs ressources internes directement sur Internet et qui sont du coup exposées directement à des attaques informatiques des pirates du monde entier. Donc ces ressources exposées sur Internet doivent faire l'objet d'une surveillance particulière, que ce soit en termes de configuration, donc notamment les mots de passe qui protègent les ressources, mais également les vulnérabilités logicielles qui se retrouvent disponibles sur Internet, exposées sur Internet. Un deuxième vecteur pour rentrer dans un système d'information, c'est les attaques sur l'humain. Donc l'attaquant essaye principalement de tirer parti du manque de méfiance des utilisateurs. Nous en avons déjà parlé rapidement, il s'agit essentiellement du phishing. Donc typiquement, l'attaquant envoie un email formaté d'une certaine manière pour essayer de donner confiance à la victime. La victime clique sur une pièce jointe ou sur le lien internet contenu dans le message, voire le lien internet contenu dans la pièce jointe, voire lui demande d'activer une macro dans un fichier joint, etc. Il y a tout un tas de choses qui aboutissent finalement à la délivrance d'une charge virale sur le poste de la victime, sur le terminal de la victime. Et cette charge virale va réaliser des actions malveillantes ou permettre à l'attaquant de prendre le contrôle de l'équipement de la victime. Enfin, il y a les intrusions physiques. Donc, je passe rapidement sur l'intrusion dans les locaux de l'entreprise pour voler du matériel, couper des câbles, insérer des logiciels malveillants directement sur les ordinateurs. Les intrusions physiques peuvent avoir lieu directement sur le terminal numérique, donc notamment en mobilité et en déplacement, donc sur un téléphone mobile ou sur un portable. Si quelqu'un vous propose par exemple de brancher son téléphone sur votre portable dans le train pour le recharger son téléphone, ça peut être un moyen, même involontaire, parce que la personne ne sait pas forcément que son terminal est compromis, de compromettre votre ordinateur portable. Ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Si vous avez besoin de recharger votre téléphone portable dans le train, ne le branchez pas n'importe où, parce que ça peut être un moyen d'affecter votre téléphone mobile. De manière aussi assez on peut dire originelle, les attaquants peuvent aussi envoyer des clés USB, donc soit il y a différentes techniques, ils peuvent les laisser traîner sur le parking, voire les envoyer par courrier. Donc il y a des attaquants qui font des attaques par courrier, donc ils payent de l'argent pour envoyer des clés USB qui contiennent un virus, et ça c'est censé augmenter la confiance qu'on peut avoir dans la clé USB. Néanmoins, le résultat est toujours, l'action de l'utilisateur est toujours attendue par l'attaquant est toujours la même, c'est de brancher la clé USB sur un ordinateur de manière à l'infecter. Donc il faut faire très attention à ce qu'on branche sur nos périphériques, que ce soit des téléphones ou des ordinateurs. En conclusion, sur cette présentation des cybermenaces, j'aimerais appuyer sur 2 points. Donc d'abord, c'est que toutes les entités peuvent être touchées par une cyberattaque, que ce soit de manière ciblée ou non. Donc les grandes entreprises, les États, les individus et les petites entreprises, même si elles ne sont pas dans un secteur stratégique, et les collectivités territoriales de toute taille. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas de magie. Dans la majeure partie des cas, les pirates s'introduisent
dans les systèmes d'information, soit en tirant parti d'une vulnérabilité logicielle ou dont le correctif n'a pas été déployé, ou alors d'une vulnérabilité de configuration, donc potentiellement des mots de passe faibles, soit d'un manque de vigilance de l'utilisateur, parce qu'il aura branché la clé USB qu'il n'aurait pas dû sur son ordinateur, parce qu'il a cliqué sur un lien dans une pièce jointe sur laquelle il n'aurait pas dû cliquer. Maintenant que j'ai présenté les menaces, je vais donc vous présenter des mesures de protection, en commençant par un constat qui est que 80% des attaques n'auraient pas abouti par l'application de mesures simples de sécurité et une sensibilisation des utilisateurs. Donc, premièrement, concernant les mots de passe sont le moyen le plus répandu d'authentifier les utilisateurs. Malheureusement, les pirates utilisent des logiciels spécialisés qu'on appelle des crackers de mots de passe pour tester rapidement un très grand nombre de mots de passe jusqu'à les trouver. Donc, ces outils peuvent générer des mots de passe à partir de listes de mots en les associant potentiellement à des chiffres ou des caractères spéciaux dans tous les sens. Il y a également des listes de mots de passe qui sont diffusées publiques sur Internet, qui peuvent aider les attaquants en utilisant ces listes comme entrant pour leur logiciel de craquage de mots de passe. Donc le choix d'un mot de passe robuste est donc primordial pour ne pas être touché par ces attaques de craquage de mots de passe. Par ailleurs, même si vous avez utilisé un mot de passe solide, il peut arriver qu'il soit obtenu par un pirate. Imaginons par exemple que vous utilisiez ce mot de passe sur un site d'achat en ligne, mais que ce site se fasse pirater, par exemple à cause d'une vulnérabilité logicielle. Ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est que peu importe votre niveau de protection, il y a de grandes chances qu'un jour vous vous fassiez pirater. Donc vos informations d'identification, identifiant mot de passe, se retrouvent alors connues des pirates, voire complètement publiques sur Internet. Les pirates aiment bien publier les mots de passe qu'ils ont craqués ou trouvés. Donc les pirates peuvent alors essayer ces mots de passe qui sont connus d'eux-mêmes sur d'autres services en ligne, d'autres services de vente en ligne, voire potentiellement sur les systèmes d'information de votre entreprise pour accéder aux ressources internes de votre entreprise. On parlait tout à l'heure du fait qu'elle pouvait être exposée directement sur Internet pour des besoins de télétravail. Donc là, typiquement, on entre dans ce cadre-là. Donc le point là-dessus, c'est de dire de ne pas réutiliser un même mot de passe dans deux environnements différents, puisque si un des environnements sur lequel vous avez mis votre mot de passe se fait pirater, alors l'attaquant pourrait utiliser ce même mot de passe pour accéder à toutes vos autres ressources. Donc c'est important de cloisonner les mots de passe que vous utilisez. Enfin, il ne faut pas enregistrer les mots de passe dans le navigateur, puisque le navigateur, c'est également un logiciel qui peut avoir des vulnérabilités et qui se connecte à Internet. Il peut donc être en contact avec des ressources directement contrôlées par un attaquant, par exemple un site Internet contrôlé par un pirate. C'est donc pas le bon endroit pour stocker des mots de passe. Par contre, je viens de dire que vous ne devez pas utiliser le même mot de passe partout, donc là, on a un peu un conflit. Donc la bonne manière de procéder, c'est d'utiliser un logiciel spécialisé dans le stockage de mots de passe. Alors, je vais par exemple citer KeePass, dont une version a été qualifiée par l'ANSSI. Alors, je vais l'épeler. C'est KEEPASS. Donc, c'est une solution qui permet de stocker des mots de passe et qui stocke sa base de données localement sur l'ordinateur. Et donc, ce n'est pas une base de données en ligne qui pourrait... Parce que utiliser une base de données en ligne, ça ouvre aussi la vulnérabilité du fait que cette base de données elle puisse être attaquée par des pirates puisqu'elle est exposée en ligne. Alors qu'une base de données locale, sur votre poste de travail, elle est beaucoup moins exposée qu'une base de données en ligne. Mathieu, on a William aussi qui nous parle d'un autre logiciel comme Dashlane. Alors, je ne connais pas Dashlane, mais là, il faut quand même faire attention avec ces logiciels parce que en dehors d'une solution qui a eu un avis de sécurité externe, il y a beaucoup de solutions qui permettent de stocker des mots de passe et on ne peut pas avoir d'avis sur ces solutions-là. Si vous avez un prestataire professionnel qui veut vous vendre un logiciel de ce type, ce que je recommanderais, c'est qu'il se rapproche des équipes de l'ANSSI qui font de la qualification de produits pour tester la sécurité de ce produit-là. Ok. On a également une question de Florence qui nous demande à quelle fréquence, selon vous, faut-il changer ses mots de passe? Alors, ça dépend un peu de la complexité de votre mot de passe.
Si vous utilisez un mot de passe de 24 caractères généré complètement aléatoirement, on peut se dire que ce mot de passe-là, il pourra durer assez longtemps. Néanmoins, on peut considérer que conserver un mot de passe plus d'1 an, ça reste une mauvaise idée. Dans les environnements très critiques où on craint vraiment des attaques sur les mots de passe, on pourra vouloir les renouveler tous les 3 mois. Les renouveler plus souvent que tous les 3 mois, c'est quand même compliqué. Ok. On a une question de Stéphanie qui nous parle quid du cloud en général et des outils proposés notamment par les cabinets d'experts comptables. Elle cite par exemple la suite Quadra de Cegid ou d'autres. Qu'est-ce que… Alors, je ne connais pas ce genre de solution, mais c'est vrai que sur le cloud, de manière générale, un des problèmes qui peut arriver, c'est que ces ressources, elles sont exposées directement sur Internet sans protection autre que l'authentification par login mot de passe. Donc là, ça laisse reposer une grosse partie de la sécurité sur le mot de passe qui est choisi par l'utilisateur. Et donc, ça peut être un problème. Si vous avez la possibilité de rajouter une couche de VPN, donc de réseau privé virtuel, entre votre prestataire de cloud et votre application, donc c'est-à-dire que vous avez votre application n'est pas accédée directement, mais d'abord vous avez un tunnel VPN à monter avec une autre forme d'authentification pour protéger les ressources internes que vous pourriez stocker dans le cloud. Il y a également, si vous avez la possibilité de faire de l'authentification multifacteur, donc une authentification multifacteur, c'est quelque chose que vous savez, donc typiquement un mot de passe, et quelque chose que vous possédez. Donc il y a plusieurs solutions d'authentification multifacteur. C'est des choses auxquelles on peut s'intéresser. Ok. On a Victor qui nous demande, pardon, est-ce que Kaspersky ou alors est-ce que c'est Kaspersky, je ne sais pas, vous semble être une bonne solution pour les mots de passe et protection web? Alors, Kaspersky, je n'ai pas d'avis à donner dessus puisque l'ANSSI ne s'est pas prononcé. C'est des solutions qui n'ont pas été qualifiées par l'ANSSI, donc je peux pas, j'ai pas d'avis à donner dessus. Ok. On a encore Laurent aussi qui nous parle de Microsoft Authenticator. Il est gratuit avec une double identification. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une double authentification, si c'est un mécanisme d'authentification multifacteur, quelque chose que vous connaissez et quelque chose que vous savez, je ne connais pas exactement cette solution, mais si c'est une authentification multifacteur, ce sera toujours mieux qu'un mot de passe. Mais je n'ai pas connaissance du fait que cette solution soit qualifiée non plus par l'ANSSI. Ok. On a une question de Philippe là par rapport à Zoom. On va vous répondre. Donc c'était Tixeo, T-I-X-E-O. Philippe nous demande, devons-nous désinstaller ce logiciel afin d'éviter toute intrusion malveillante? Désinstaller Zoom. Zoom, je le recommanderais vraiment pas pour des solutions. Il y a tout un tas de vulnérabilités qui sont sorties. Alors, Zoom annonce qu'il travaille sur la correction de ces vulnérabilités, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres derrière? Je sais pas. Il y a peut-être, au vu des vulnérabilités déjà parues sur Zoom, j'aurais peut-être tendance à essayer de trouver une autre solution, peut-être même publique, mais qui n'aurait pas fait l'objet de toutes ces vulnérabilités. Ok. Ensuite, on a Lydie qui nous demande que pensez-vous des coffres-forts Norton Password Manager, par exemple, pour sauvegarder ses mots de passe? Alors, comme je disais, il y a beaucoup de solutions de stockage de mots de passe. Et moi, je ne peux pas donner d'avis sur des solutions qui n'ont pas été étudiées par l'ANSSI ou des prestataires qualifiés pour donner des avis de sécurité. Ok. La solution dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est KeePass, pour ceux qui n'ont pas entendu. Voilà. Est-ce que l'on peut consulter sur le site de l'ANSSI une liste de logiciels qui ont été validés par vous? Oui, je pourrais transmettre le lien a posteriori peut-être. Oui, très bien. Enfin, on a Thierry qui nous demande, se connecter à distance via TeamViewer ou AnyDesk sur son système représente-t-il un danger? Alors, il y a des conditions pour le faire. Il y a les logiciels de prise en main à distance, ils ont des niveaux de sécurité différents. Il n'y en a pas non plus à ma connaissance qui ont fait l'objet d'une qualification par l'ANSSI. Par contre, l'ANSSI a fait un guide de mise en œuvre de prise en main à distance pour des questions de support informatique.
je pourrais également mettre le lien informatique, le lien web vers cette documentation de l'ANSSI. Ok, très bien. Il y a pas mal de personnes là qui me parlent de Zoom, qui nous disent que c'est utilisé pour les cours, pour les enfants. La faille de sécurité sur Zoom, c'est dans l'intrusion que ça peut représenter sur les postes de travail ou c'est vraiment le contenu, le manque de sécurité dans ce qui est dit? Alors, pour vous donner un exemple, enfin, le contenu, lui, il est. Alors, à ma connaissance, il y a des informations qui sont sorties comme quoi les conférences que vous faites sur Zoom, les vidéos peuvent être enregistrées et deviennent ensuite publiées sur Internet. Donc ça, c'est une chose. Et il y a également des vulnérabilités du type exécution de programmes choisis par un membre de la. Enfin, il faut vraiment faire attention. Il y a des vulnérabilités qui peuvent exploiter le poste de travail sur lequel est installé Zoom. Ok. Alors, j'ai encore pas mal de questions. J'enchaîne. Lydie nous demande, est-ce qu'il y a des précautions particulières pour les fichiers cloud sauvegardés sur Microsoft SharePoint? Alors, Microsoft SharePoint. Alors, toutes les informations que vous mettez dans le cloud, de manière générale, il faut vous dire que votre prestataire de cloud, il pourra sans doute y avoir accès. Parce qu'il est administrateur de la solution, il aura accès aux fichiers, il a accès administrateur sur les serveurs, donc il pourra accéder aux fichiers. Si vous ne voulez pas qu'il accède aux fichiers, il faut que vous chiffriez vos documents avec des clés qui vous appartiennent, donc des clés de chiffrement qui vous appartiennent, avant de les envoyer dans le cloud. Mais ça fait des procédures compliquées. Il y a une relation de confiance à avoir avec son fournisseur cloud. Par ailleurs, il y a le référentiel de l'ANSSI sur la sécurité des opérateurs de cloud et il y a des opérateurs de cloud qui sont également qualifiés par l'ANSSI. Donc, je pourrais également fournir le lien vers la liste des prestataires cloud qualifiés par l'ANSSI. Parfait, très bien. Enfin, j'ai aussi une question de Laurent qui nous dit, pourriez-vous faire part de votre MOOC SecNum Academy? Oui, c'est prévu, j'en parlerai un peu plus tard. Parfait. Super. Allez, on vous laisse poursuivre, Mathieu. Merci. Donc, la deuxième recommandation, c'est de mettre à jour régulièrement ces logiciels. Donc, comme je l'ai dit, les pirates, ils peuvent utiliser des logiciels vulnérables pour entrer dans vos systèmes d'information. Donc, dans tous les logiciels, il y aura toujours des bugs qui peuvent être exploités par les pirates. Donc ça, ce sont les vulnérabilités. Lorsqu'elles sont découvertes, les éditeurs de logiciels proposent des mises à jour, mais en publiant ces mises à jour, souvent, les éditeurs disent « cette mise à jour corrige telle et telle vulnérabilité ». Donc du coup, les vulnérabilités deviennent publiques. Les pirates peuvent alors créer des programmes malveillants qui les exploitent pour permettre des intrusions dans les systèmes informatiques qui ne sont pas mis à jour. Donc, dans la mesure du possible, il faut mettre à jour ces logiciels rapidement, configurer ces logiciels pour qu'ils se mettent à jour automatiquement quand c'est possible. Il faut faire une surveillance particulière des logiciels qui exposent directement des services sur Internet, donc notamment dans le cadre du télétravail actuel, et des logiciels qui ne peuvent pas se mettre à jour automatiquement, puisqu'il faut surveiller qu'il n'y ait pas des vulnérabilités qui sortent dessus, puisqu'une fois qu'il y a une vulnérabilité qui est sortie, il faut vraiment faire la mise à jour rapidement. La troisième recommandation, et le troisième point important, c'est la gestion des droits, qu'on appelle aussi les privilèges. Donc sur un appareil numérique, il y a deux types de privilèges. Il y a les privilèges administrateurs et les privilèges utilisateurs, on va dire. Donc les comptes administrateurs, ils disposent de privilèges étendus sur les équipements numériques, par exemple l'installation de logiciels ou la configuration du système. À l'inverse, les comptes utilisateurs ne peuvent que utiliser les programmes installés et accéder aux fichiers de données, qui ne sont pas les fichiers système, donc qui ne peuvent pas casser l'ordinateur à proprement parler. De manière à réduire l'impact d'une attaque informatique, c'est donc très important de n'utiliser que des comptes d'utilisateurs normaux, entre guillemets, pas des comptes administrateurs, pour accéder à Internet ou la messagerie électronique. Puisque si un compte avec les privilèges administrateurs cliquait par exemple sur un lien contenu dans un phishing et exécutait un logiciel malveillant,
la première chose que fera le logiciel malveillant, c'est d'utiliser les privilèges administrateurs pour désactiver les fonctions de protection, par exemple les antivirus ou ce genre de choses. De plus, avec les privilèges administrateurs, un logiciel malveillant pourrait s'installer durablement dans le système en modifiant la configuration du système. Donc, il pourrait se relancer après le redémarrage, ce qui ne serait pas le cas si c'était un utilisateur normal qui avait lancé le logiciel malveillant. D'une part, la configuration du système ne devrait pas pouvoir être modifiée. Et du coup, en redémarrant le poste, on a des chances que le logiciel malveillant ne se réexécute pas. Le quatrième point, c'est sur les sauvegardes. Donc, notamment pour remédier à une attaque de type ransomware, le fameux rançongiciel, la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est une restauration des données sauvegardées. Donc, dans le cas des particuliers des ransomware, c'est indispensable que la sauvegarde soit stockée hors ligne, donc un stockage sur des supports qui sont déconnectés du réseau informatique. En effet, si la sauvegarde est stockée en ligne, le ransomware pourra la chiffrer, donc la corrompre, et elle sera inutilisable. Donc, il faut bien s'assurer aussi que la sauvegarde est valide, faire des tests réguliers de restauration de manière à s'assurer que la sauvegarde fonctionne. Et enfin, dans la mesure du possible, il ne faut pas laisser les sauvegardes sur le même lieu que les données sauvegardées. Ça permet de se protéger d'un incendie ou d'un vol, par exemple. Concernant les réseaux Wi-Fi, donc, qui sont également importants à sécuriser, puisque de la même manière que les mots de passe qui protègent vos services, les attaquants peuvent utiliser des logiciels de craquage de mots de passe pour les réseaux Wi-Fi, en essayant toutes les combinaisons. Et il faut savoir qu'une attaque qui serait réalisée depuis le réseau Wi-Fi d'une entreprise pourrait mettre le responsable de l'entreprise en tant que responsable de l'attaque. Donc ça, ce serait quand même gênant pour une entreprise. Donc les mots de passe Wi-Fi doivent être choisis avec attention et de manière à limiter ce qu'on appelle la surface d'attaque, donc tous les moyens par lesquels on peut se faire pirater. On peut également désactiver le Wi-Fi quand il est supposé ne pas être utilisé, donc par exemple le week-end pour une entreprise qui n'aurait pas une activité 7 jours sur 7. Alors Mathieu, j'ai des questions là sur le chat. Eric nous demande si vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le rançongiciel Maz. Alors de tête, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a le centre de réponse sur incident de l'ANSSI qui a fait un document sur le ransomware récemment qui pourrait intéresser notre participant. Je pourrais vous transmettre le lien également à la suite du webinaire. Très bien. Une autre question. Alors, les questions s'enchaînent un peu. Alors, je reprends d'abord une question d'Isabelle qui nous demandait concernant la confidentialité des données. Quand on utilise des outils, des logiciels de type emailing, Mailjet, Postanova et autres, finalement, quel est le risque pour nos bases de données clients? On doit charger une base de données dans ces logiciels pour envoyer faire des emailing. Et finalement, cette donnée-là, elle devient la propriété potentielle de l'éditeur? De l'éditeur logiciel. Alors, c'est vrai que selon le contrat que vous avez passé avec votre éditeur logiciel, des fois, on constate des choses un peu bizarres du genre l'éditeur, il a un droit de regard sur toutes les informations qui sont stockées dans les bases de données, même stockées chez les clients. Donc, ça peut être problématique. Pour un service en cloud, effectivement, toutes les données de vos clients, enfin, les données que vous avez sur vos clients, elles sont stockées dans le cloud, donc chez l'éditeur, qui est à ce titre-là fournisseur aussi de la solution, du coup, enfin hébergeur de la solution. Donc, toutes ces données clients, les données de vos clients, elles sont chez l'éditeur qui a capacité à les regarder. Donc, vous avez sans doute un accord de confidentialité avec lui, mais il faut avoir confiance dans votre éditeur. Alors, il y a des guides de l'ANSSI sur la rédaction de cahiers des charges pour les appels d'offres qui prennent en compte la sous-traitance et des clauses de sécurité à mettre dans vos contrats. Je pourrais également donner un lien vers ce guide. Ok, avec plaisir. Nous avons une autre question de Laurent qui nous demande sur un plan pénal,
quelle est la responsabilité d'un chef d'entreprise s'il n'a pas mis en place la sécurité minimale sur son système d'information? Alors là, on va rentrer dans des choses que je connais pas trop. Alors, il y a toute une question sur les données personnelles, hein. Le RGPD impose une protection des données personnelles. Ça, c'est une chose. Il faudrait se rapprocher de la CNIL pour avoir vraiment des informations précises à ce sujet. Nous, l'ANSSI, on intervient plus pour aider à monter le niveau de sécurité des systèmes d'information de manière générale. On n'a pas de... Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas les compétences pour répondre à des questions d'ordre juridique. Ouais, vous êtes moins au fait sur les conséquences juridiques de ces défaillances-là. J'ai Là, on a aussi des juristes à l'ANSSI, mais moi, je ne saurais pas répondre à la question. un autre participant nous dit en effet cela concerne essentiellement la RGPD et puis les problématiques de responsabilité civile professionnelle du chef d'entreprise. À creuser de ce côté-là, en effet. Oui, je sais que la responsabilité du chef d'entreprise peut être engagée, mais je ne sais pas quelles sont les sanctions auxquelles il s'expose. Dans le cas des données personnelles, je sais que ça peut coûter quand même assez cher. Très bien. On vous laisse poursuivre. Merci Mathieu. Alors maintenant, je vais faire un point sur l'utilisation des smartphones, qui sont essentiellement des ordinateurs miniatures. Hein, donc on peut faire quasiment autant de choses avec un smartphone qu'avec un ordinateur. Donc du coup, ça nous oblige à prendre les mêmes précautions avec un smartphone qu'avec un ordinateur. Ou une tablette, hein, c'est aussi la même chose. Notamment, il faut faire attention aux applications qui sont installées sur ce genre d'équipements mobiles, puisque y a énormément d'applications qui sont créées avec des fonctions malveillantes à l'intérieur, alors que ce soit du minage de crypto-monnaies, de la récupération d'informations personnelles type vos contacts, l'affichage de publicité de manière inopportune. Donc ça, ce sont des choses contre lesquelles les magasins d'applications luttent. Mais néanmoins, les pirates arrivent bien souvent à publier des applications et qu'elles soient téléchargées un certain nombre de fois et mises en œuvre par des utilisateurs avant qu'elles soient retirées du magasin d'applications. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Vous n'avez pas passé la slide suivante? Oui, j'ai un petit problème là sur mon poste. Hop, excusez-moi. Hop, donc maintenant, il y a la question des déplacements. Donc, j'ai déjà parlé du fait que vos données sont particulièrement exposées au vol. Enfin, vos équipements sont particulièrement exposés au piratage physique par branchement de périphériques inconnus. Mais vos données sont également particulièrement exposées au vol. Par exemple, on peut vous arracher votre téléphone portable pendant que vous êtes en ligne et partir avec les données stockées dans votre téléphone portable. On peut vous voler votre ordinateur portable dans le train, etc. Donc, c'est important de sauvegarder vos données stockées dans les terminaux avant votre déplacement, de manière à pouvoir les récupérer en cas de vol. De mettre un filtre de protection d'écran sur vos terminaux quand vous travaillez dans un espace public. De transporter un minimum de données dans votre ordinateur. Comme ça, si vous le faites voler, au moins, vous n'aurez pas perdu beaucoup de données. Idéalement, il faut chiffrer, donc ça veut dire crypter en langage peut-être moins spécialisé. Donc, chiffrer les disques durs des ordinateurs et des téléphones mobiles de manière à ce que même s'ils soient volés, du coup, les données ne soient pas compromises puisque le contenu des disques des équipements est complètement illisible par quelqu'un qui ne posséderait pas la clé de chiffrement. Et de ne pas connecter, ça c'est ce que j'ai déjà dit, des équipements inconnus à vos propres équipements. Donc en exagérant un peu, on pourrait imaginer la situation comme ça. Donc vous êtes dans le train et tout le monde regarde votre écran. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas si exagéré que ça, puisqu'on voit ici un ordinateur laissé à l'abandon dans le train avec sans filtre de protection de confidentialité, l'écran déverrouillé ouvert sur un fichier de travail, le téléphone qui est juste à côté. Donc là, on est vraiment dans une situation qu'il ne faut pas reproduire.
il y a un point important sur l'utilisation de la messagerie. Donc, comme j'en ai déjà parlé, le phishing est un moyen privilégié des pirates pour s'introduire dans un système d'information. Il faut donc être très prudent lors de l'utilisation de la messagerie. Il ne faut pas ouvrir de messages dont la provenance ou la forme paraît douteuse. Il ne faut pas cliquer sur les liens. Il faut faire attention avant de cliquer sur les liens. Il faut bien vérifier que les adresses web qui sont pointées par les liens correspondent au contenu du message. Il faut vraiment faire très attention à ça. Il y a souvent des éléments qui permettent de voir que le message, le courrier électronique n'est pas légitime. Il ne faut pas non plus faire confiance aux offres qui paraissent trop alléchantes. Même si ça paraît un peu évident de le dire, il y a quand même des gens qui se font avoir. Le 9e point de sécurisation, pas très compliqué non plus, c'est de télécharger ces programmes sur des sites officiels des éditeurs et aussi de limiter les éditeurs de logiciels dans lesquels on fait confiance. C'est-à-dire qu'on ne va pas télécharger n'importe quel programme parce qu'on nous a dit qu'il était bien. On va faire confiance à des éditeurs reconnus pour être certain que nos logiciels soient sûrs. Et on va les télécharger depuis les sites internet officiels de ces éditeurs reconnus, de manière à ne pas télécharger de logiciels compromis. Ça permet de nous protéger contre des logiciels installés sur les ordinateurs et les mobiles, les smartphones et les tablettes, d'avoir des logiciels malveillants. Par contre, il y a également des logiciels qui n'ont pas besoin d'être installés sur les ordinateurs, typiquement des versions portables de logiciels qui n'ont pas besoin d'être installés. Et il y a aussi les virus qui peuvent être exécutés sans être installés. Donc pour limiter ce risque, il y a la possibilité de mettre en œuvre des mécanismes de restriction logicielle qui permettent d'empêcher l'exécution de logiciels inconnus. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus technique que des mesures simples, mais je pense que c'est quand même important d'en parler. Alors, il y a une solution qui est nativement disponible dans Windows qui s'appelle AppLocker. Donc, c'est AppLocker, qui permet de choisir les logiciels dans lesquels on a confiance et qui permet de bloquer l'exécution d'un logiciel qui n'aurait pas été connu à l'avance. Un point rapide sur les paiements sur Internet. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas faire de paiement sur un site qui ne serait pas en HTTPS. Donc, bien vérifier que l'adresse sur laquelle du site de paiement comporte bien l'entête HTTPS et pas juste HTTP, et qu'il y a un cadenas dans le navigateur. Maintenant, il y a souvent un cadenas qui s'affiche dans les navigateurs sur les sites sécurisés. Sinon, vous pourriez exposer votre ordiphone ou votre ordinateur à un vol de données bancaires lorsque vous effectuez votre paiement sur Internet. Il faut aussi faire attention aux fautes d'orthographe. Par exemple, si les inversions de lettres entre des sites web, ça peut être aussi Si vous cliquez sur un lien dans un mail de phishing et que vous arrivez sur un site dont l'URL a une faute d'orthographe, vous savez que vous êtes fait avoir par un phishing. Donc surtout, vous ne continuez pas dans votre démarche de vous faire avoir et vous ne saisissez pas les informations sensibles qu'on vous demande de saisir. Enfin, la dernière recommandation que je ferai, c'est de séparer les usages personnels des usages professionnels. Donc, c'est de dire que les équipements numériques personnels et professionnels, ils sont souvent différents, en général. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, il y a de fortes probabilités que les vulnérabilités logicielles, les vulnérabilités techniques qu'ils aient ne soient pas les mêmes. Par exemple, vous aurez peut-être plus d'applications récréatives sur votre périphérique personnel, et peut-être que par ce biais d'applications récréatives, vous aurez peut-être plus de malware d'installer sur votre périphérique personnel. Donc c'est important de séparer les usages de manière à ce que les informations soient cloisonnées. C'est-à-dire que si vous utilisez votre ordinateur personnel pour faire des usages professionnels, donc vous avez des données professionnelles sur votre terminal personnel, imaginons que vous fassiez pirater votre ordinateur personnel, du coup, vos données personnelles et professionnelles sont compromises et récupérées par un attaquant. Si vous séparez bien vos usages et que vous ne traitez que du personnel sur votre ordinateur personnel et que du professionnel sur votre ordinateur professionnel, si vous faites pirater votre ordinateur personnel, vos données professionnelles ne seront pas touchées.
Et inversement, si vous vous faites casser votre ordinateur professionnel en cliquant sur un lien de phishing, par exemple, vos données personnelles ne seront pas touchées. Donc, c'est quelque chose qui est important. Pour aller plus loin, donc j'en ai déjà parlé, l'ANSSI publie énormément de guides à l'intention des différents publics. Des guides de gestion du risque numérique pour les chefs d'entreprise, des guides de bonnes pratiques pour le grand public, des guides de configuration de système pour les experts informatiques. J'en ai déjà cité certains et je donnerai les liens comme je l'ai annoncé. Concernant le MOOC sur lequel on a eu une question, donc l'ANSSI a effectivement mis en place un MOOC, donc c'est une forme de déployer de l'information de formation sur Internet. Donc, ce MOOC publie des modules de sensibilisation à la sécurité des systèmes d'information à destination des utilisateurs en milieu professionnel, donc accessible à tous sur Internet et gratuitement. L'objectif, c'est de permettre à chacun d'être initié à la cybersécurité, d'approfondir ses connaissances et de pouvoir agir efficacement sur la protection des systèmes, puisqu'on a vu que quand on connaît les risques, on peut peut-être en éviter la plus grande partie. Donc, il y a 4 modules présents dans ce MOOC avec des niveaux de difficulté croissantes, donc des niveaux de technicité croissantes, on va dire. Et suite au suivi d'un module, le MOOC propose une évaluation et si vous obtenez 80% des réponses correctes, vous obtenez une attestation de formation donc, que vous pouvez ensuite présenter, qui participe en quelque sorte à votre formation et dont vous pouvez vous prévaloir par la suite. Donc, je vais maintenant vous parler rapidement des bons réflexes à prendre en cas d'incident. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'incident? L'idéal, ce serait de se préparer à une attaque informatique et donc se préparer à la gestion de crise, donc de faire des exercices, de préparer des scénarios d'attaque, comment on réagit à quelle situation. C'est un travail qui peut être assez lourd et qui doit être fait par chaque entreprise. Il n'y a pas de solution applicable à tout le monde. Chaque entreprise doit évaluer sa dépendance aux outils informatiques et se préparer selon ses besoins et ses contraintes. Et c'est la même chose pour les protections. Si on veut aller plus loin que juste les bonnes pratiques, il faut faire une étude de risque et se protéger en fonction de ses besoins et de ses contraintes. Par contre, pour l'attaque qui est vraiment très, très utilisée actuellement et qui cible particulièrement les entreprises de type PME, je vais vous donner des bons réflexes en cas d'attaque sur le ransomware. Donc, ce sont des réflexes qui sont déjà publiés sur le site de l'ANSSI que je vais juste présenter rapidement. Donc, la première chose à faire, c'est de désactiver le réseau. Donc, ça permet de couper l'accès de l'attaquant à votre système d'information, puisque l'attaquant, s'il a un contrôle sur vos ordinateurs, il passe forcément par Internet. Donc, en désactivant déjà la connexion Internet, vous couperez la connexion de l'attaquant. Normalement, on peut se limiter à déconnecter les PC qui sont touchés par le rançongiciel pour limiter la diffusion de l'attaque aux autres ordinateurs. Le plus rapide dans une PME, ça peut être de débrancher simplement le commutateur réseau de manière à isoler tous les postes. Et là, on garantit que l'attaque ne pourra pas se propager d'un poste à un autre puisqu'il n'y aura plus du tout de réseau. Ensuite, il faut disposer de personnel qualifié pour répondre à l'incident informatique et identifier la source de compromission afin de la bloquer. Il faut être certain d'avoir stoppé l'attaque avant de restaurer des sauvegardes, puisque sinon, imaginons qu'on commence à restaurer les sauvegardes avant que l'attaque soit complètement bloquée. On pourrait imaginer que la sauvegarde soit touchée par le ransomware et devienne inutilisable. Et donc, toute votre sauvegarde n'aura servi à rien. Si l'entité n'a pas de personnel qualifié en interne, on pourra se tourner vers un prestataire de manière assez logique. Et notamment, il y a la plateforme cybermalveillance.gouv.fr qui permet de trouver des prestataires locaux pour vous aider en cas d'attaque numérique. Donc, je vais présenter cette plateforme un peu juste après. Enfin, il est indispensable de porter plainte. Donc, ça permet déjà de lever la responsabilité du dirigeant d'entreprise si une attaque postérieure était initiée depuis votre système d'information. Donc ça, c'est un risque qu'il faut éliminer. Ensuite, ça peut permettre aussi de
les services de police compétents effectuent des recherches et ça peut éventuellement aboutir à l'appréhension du groupe de pirates. Donc, j'ai mentionné la plateforme cybermalveillance, donc je vais en parler rapidement. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est un site internet mis en œuvre par le groupement d'intérêt public ACIMA, qui a un acronyme pour Action contre la cybermalveillance. C'est un GIP qui a 3 missions, donc la sensibilisation à la sécurité numérique, l'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance et l'observation de la cybermenace afin de mieux l'anticiper. Donc la plateforme offre de nombreux contenus, des contenus de sensibilisation à destination du grand public. Donc ils peuvent être réutilisés pour des campagnes de sensibilisation interne dans les entreprises. Et la plateforme offre également un parcours de la victime, donc ça permet aux victimes de décrire leurs problèmes et de trouver un prestataire local dans leurs environs qui saura les aider à réagir à cette attaque et à en contourner les effets. Donc en conclusion, je vous propose de retenir que les menaces dans le domaine de l'informatique sont réelles et touchent tous les secteurs, tous les métiers et tous les types d'entités. Les finalités recherchées par les attaquants sont toujours les mêmes, c'est l'enrichissement, la déstabilisation ou l'espionnage. Et enfin, le plus important à retenir, c'est que chaque utilisateur, par des actions simples, peut assurer la protection des ressources de son organisation. C'est pour ça que à l'ANSSI, on aimerait vraiment que les dirigeants prennent conscience de ça et de faire appliquer les règles d'hygiène informatique dans donc toutes les bonnes pratiques dans leur entreprise, de faire sensibiliser leurs utilisateurs à la cybersécurité et également peut-être de faire auditer leur système d'information pour connaître le véritable niveau de sécurité numérique de l'entreprise et peut-être voir où est-ce qu'il faut avoir une intention particulière de sécurisation pour augmenter significativement la sécurité et diminuer les risques d'attaque informatique. Je vous remercie de votre attention. Alors Mathieu, attendez, j'ai encore quelques petites questions. Il est 14h30, on a un petit peu dépassé le temps imparti. Vous êtes encore très nombreux à être connectés. Merci beaucoup. On a une question de Christelle qui nous demande combien vaut le MOOC? Combien vaut le MOOC? Oui, il est gratuit le MOOC. Oui, il est gratuit. On peut le suivre gratuitement. Voilà, ok. Quand vous nous dites de porter plainte plutôt en gendarmerie ou auprès d'un service spécifique? Alors, c'est en gendarmerie si vous êtes en zone gendarmerie ou en police si vous êtes en zone police. Ça dépend de votre secteur. Très bien. Est-ce que vous pourrez nous préconiser des partenaires qui fournissent une prestation d'audit de nos systèmes d'information et informatique, diagnostic, audit risque numérique? Oui, il y a des prestataires qui sont qualifiés par l'ANSSI, effectivement, pour ce besoin. Donc, ce sera dans la liste des produits et services qualifiés que je pourrais transmettre. Ok, parfait. À qui ou à quel organisme je m'adresse pour porter plainte? Mais bon, on l'a dit, hein, police ou gendarmerie selon notre secteur. Enfin, une question de Mathieu qui nous demande est-ce que les logiciels de protection de type antivirus sont utiles et indispensables et peut-on faire confiance aux solutions gratuites? Alors, malheureusement, on n'a pas de solutions d'antivirus qui sont qualifiées. Donc, effectivement, on peut considérer que c'est mieux d'en avoir une que de ne pas en avoir. Après, les solutions gratuites, ça peut paraître plus risqué qu'une solution professionnelle. Dans un environnement personnel, peut-être qu'une solution gratuite suffit. Dans un environnement professionnel, on peut se poser la question, mais chacun doit voir avec ses risques. Malheureusement, sur les antivirus, on n'a pas de solution à préconiser particulièrement à l'ANSSI. Ok. On a une question de Falilou qui nous demande pour une attaque ransomware, quel comportement proposez-vous en cas de demande de rançon? Et si l'attaquant menace de divulguer des informations, quelles sont vos recommandations? Alors, le conseil, c'est de certainement pas payer la rançon puisque ça entretient le système quelque part. Donc, plus il y aura de gens qui paieront les rançons, plus il y aura de cyberattaquants qui vont continuer à faire du ransomware pour obtenir de l'argent.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment faire des sauvegardes hors ligne pour restaurer des données saines suite à une attaque par ransomware et essayer de maintenir au maximum ces logiciels à jour de manière à éviter les entrées de ransomware par des vulnérabilités logicielles et de sensibiliser ces utilisateurs, notamment à l'usage de la messagerie électronique, pour qu'ils ne se fassent pas attraper par des courriers électroniques de phishing. Ok. Merci Mathieu. Encore une question. Eric nous demande quel est votre avis sur les solutions actuelles de cyberassurance? Alors malheureusement, oui, la cyberassurance, ça peut être une solution. Après, il y a des choses contre lesquelles la cyberassurance ne pourra pas vous couvrir. Ce sera par exemple la perte d'image. Si vous vous faites attaquer, que vous ne pouvez pas répondre à votre client il aura peut-être perdu confiance en vous. Et ça vous ne pourrez pas vous faire assurer là-dessus. L'assurance, à ma connaissance, elle va essentiellement prendre en charge des frais de réponse aux incidents. Donc, par exemple, faire intervenir un prestataire partenaire de l'assureur pour répondre à l'incident, restaurer des sauvegardes, éliminer les traces de l'attaque, stopper l'attaque, mais pas ce qui pourrait arriver sur votre image vis-à-vis de vos clients. Eric sur le chat nous dit que s'il y a des assurances en perte d'image, il nous dit que c'est assurable, il nous parle de AIG par exemple, qu'il le fait selon lui. Ok, voilà, j'avoue que je ne suis pas spécialiste de la question. Très bien. Ensuite, une question de Ghislain qui nous dit: existe-t-il une liste de diffusion régulière de l'ANSSI sur les nouveaux ransomware et virus? Alors, il y a l'entité, certes, donc c'est l'équipe opérationnelle de l'ANSSI qui analyse la menace et qui gère les incidents de sécurité. Elle publie tout un tas d'informations sur les vulnérabilités qui sortent sur les logiciels et des analyses sur la menace, donc notamment la ransomware. D'accord. Est-ce qu'il y a une liste de diffusion régulière? Comment ça se passe? C'est simplement sur votre site? Oui, c'est sur le site. Il y a un flux RSS auquel on peut s'abonner pour obtenir des notifications. Parfait. Encore une question de Ghislain qui nous demande si le partage de connexion de mon smartphone est sécurisé. Alors, c'est mieux d'utiliser le partage de connexion. Disons que vous êtes dans le train, vous êtes dans un lieu public et vous avez du Wi-Fi, un hotspot. Donc, nous, à l'ANSSI, on déconseille l'usage des hotspots gratuits de connexion Wi-Fi, puisque potentiellement, il y a aussi des pirates qui se connectent à ces hotspots et qui peuvent attaquer vos périphériques une fois que vous êtes vous-même associé à ces hotspots. Donc, on préfère dire aux gens d'utiliser la fonction de leur téléphone qui se connecte en 4G à Internet, de partager sa connexion 4G en Wi-Fi avec son ordinateur en positionnant un mot de passe bien évidemment choisi, sécurisé et assez long. Ok, allez, une dernière question de Florent parce qu'il est 14h37, on a vraiment dépassé le temps imparti, mais c'était très intéressant. Florent nous demande si mon backup est crypté par les pirates, comment je les décrypte? Est-il possible de récupérer les données? Alors là, malheureusement, si vos backups sont cryptés, vous avez normalement perdu. Alors, à l'exception, des fois, les logiciels de chiffrement, donc de cryptage des rançongiciels sont mal faits. Et il y a des sociétés de sécurité informatique qui arrivent à déchiffrer tout ou partie des documents qui sont chiffrés. Mais ça reste exceptionnel. Il faut vraiment faire attention à ces sauvegardes. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu Delaplace, pour ce webinaire et pour ce moment d'échange. C'était très, très intéressant. Tout le monde nous remercie dans le chat. Je vais vous demander encore 2 petites minutes d'attention pour 2 informations clés. La première, c'est que je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires cette semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi, toujours à 13h30, pour un webinaire intitulé « Quels sont les outils pour télétravailler efficacement ?» Je serai accompagnée de Tristan Sévigné de l'ENE, l'Espace Numérique Entreprise. Ça sera très opérationnel et très orienté outils. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi à 13h30 pour ce premier webinaire. Mais également vendredi, je serai en compagnie d'une personne de la Banque de France et d'un expert comptable pour parler comment gérer sa trésorerie en période d'incertitude. Ce sera vendredi à 13h30. Voilà, merci à tous pour votre participation. Si vous avez encore 2 toutes petites minutes, je vous demanderai de bien vouloir prendre la peine de répondre à notre questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous de savoir si le contenu vous plaît, si les intervenants
ont été pertinents et si vous recommandez ce contenu à d'autres participants, pourquoi pas. Merci à tous. Excellent après-midi. Merci Mathieu. Je coupe et je termine ce webinaire. Merci. Au revoir. Merci.